Quand on est une femme, après un rapport où les se fait à l'intérieur du vagin, et en fait il peut y avoir des désagréments qui en découlent, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais, c'est clair. Je me suis dit mais pourquoi il n'existe pas une solution pour la toilette intime? Donc j'ai développé le Woomer, qui est donc le premier aspirateur de fluide post-rapport. Si c'était un problème d'homme, peut-être qu'on aurait une solution depuis longtemps. Je lui parle du coup de mon idée, et en fait c'est la première personne qui me dit mais c'est une trop bonne idée, je le fais avec toi. Donc ce moment précis m'a fait me dire ok, je commence un business plan. Et en fait je me rends très vite compte que il faut de l'argent. Et en plus je vais entreprendre dans un secteur ultra tabou où je vais devoir clairement m'exposer à parler de mon intimité, de mon expérience et d'un sujet qui dégoûte la plupart des gens, parce que je vais parler d'écoulement, et je me suis dit est-ce que vraiment je suis prête à ça? Moi je dis que c'est un aspirateur de fluide, mais sur les réseaux c'est un aspirateur à si on parle clairement. Les 50 premiers sont partis en 3 minutes, littéralement. Wow. C'était incroyable. Les gens ils ont évidemment envie de consommer français, mais au moment où il faut payer, est-ce que finalement l'argument c'est made in France c'est assez puissant pour te dire bon je l'achète à ce prix là parce que c'est made in France? Ça je suis pas sûre. Bonjour et bienvenue à tous dans les coulisses du e-commerce. Aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intime, un sujet dont on parle peu, parfois par gêne, parfois parce qu'on considère simplement que c'est comme ça. Et pourtant des millions de femmes vivent cet inconfort au quotidien. Mon invitée, elle, a refusé d'accepter qu'il n'existe aucune vraie solution. Alors à seulement 24 ans, elle décide de transformer une problématique personnelle en véritable projet business. Une idée surprenante, audacieuse, qui intrigue, qui dérange parfois, mais qui répond à un besoin bien réel. Elle quitte son travail, se lance dans une aventure complètement folle, développe un produit inédit, dépose un brevet, construit une communauté engagée et réussit à convaincre des centaines de femmes de soutenir son projet avant même sa commercialisation. Aujourd'hui, son invention commence à faire parler partout. Réseaux sociaux, médias, concours d'innovation, crowdfunding. Mais derrière le buzz, il y a surtout une vraie aventure humaine faite de doutes, de risques, de critiques et de détermination. Dans cette interview, on va parler du déclic, des galères, des critiques, du développement produit, du crowdfunding et de tout ce qu'il faut vraiment affronter quand on décide de lancer un produit exposé. Tout ce qu'on aime à la pépinière logistique. Bonjour Morgane. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Plaisir partagé. Tu fais partie de ces entrepreneurs qui ne se lancent pas pour faire du business, mais qui cherchent à résoudre une problématique personnelle. Dans ton cas, il s'agit d'un problème intime dont on parle peu. Effectivement. Tu décides de créer une solution concrète, un objet qui n'existait tout simplement pas. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu as créé? Bien sûr. Plus jeune, j'ai constaté un inconfort qui survenait du coup après les rapports non protégés. Et en fait, c'était tout simplement quelque chose qu'on a normalisé parce qu'on n'avait pas de solution. Et sauf que moi, ça me portait quand même beaucoup de désagréments. Et je me suis dit, c'est pas normal que ce sujet-là soit aussi désagréable à vivre et qu'on doit le supporter parce que finalement, on est conditionné comme ça en tant que femme. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je parle vraiment de ce moment juste après le rapport. Donc quand on est une femme, après un rapport où les se fait à l'intérieur du vagin, on peut avoir des écoulements qui peuvent survenir plusieurs heures après le rapport, voire jusqu'au lendemain, voire même j'ai eu des retours jusqu'à plusieurs jours. Et en fait, il peut y avoir vraiment des désagréments qui en découlent. C'est un mauvais jeu de mots. Ouais, c'est clair. Pour certaines femmes, c'est pas le cas. Ça part directement après en ayant une toilette intime classique, en allant faire pipi et en prenant une douche. Mais même pour moi, ayant une toilette intime la plus poussée possible, j'avais quand même des désagréments par la suite, puisque j'avais des écoulements qui venaient me réveiller dans la nuit. J'avais des irritations à force de m'essuyer. Le lendemain, j'allais au travail de nouveau dans ma culotte propre, je me sens humide, je me sens pas confortable, on a peur des odeurs, et puis ça peut aussi déclencher des infections. Donc en fait, il y avait vraiment ce moment-là, pour toutes ces femmes qui n'utilisent pas de préservatif et qui ont des rapports, je me suis dit mais pourquoi il n'existe pas une solution pour la toilette intime de manière saine, parce qu'aujourd'hui il existe des douches vaginales pour nettoyer l'intérieur avec de l'eau, mais c'est fortement déconseillé pour la flore intime. Donc l'idée c'était d'avoir une solution qui puisse nous aider finalement à évacuer ces fluides quand on a envie de le faire, et pas qu'on soit victime de les subir quand ils décident de retomber avec la gravité. Et donc mon idée, ça a été de trouver une solution pour faciliter cette évacuation. Et en fait, la première solution qui m'est venue, c'est grâce à un appareil qui va venir aspirer ces fluides. Donc j'ai développé le Woomer, que j'ai appelé comme ça, qui est donc le premier aspirateur de fluides post-rapport. Et donc l'objectif est d'offrir du confort, de l'hygiène et de la sérénité aux femmes après un rapport intime. Comment il fonctionne exactement ce Woomer? C'est très très simple. C'est un appareil avec un manche, un réservoir et un embout. Donc l'idée c'est justement de ne pas avoir quelque chose qui soit invasif. On le présente uniquement à l'entrée du vagin.
L'idée, c'est d'avoir peut-être une position assise pour aider un petit peu la gravité. Mais l'idée, c'est que ça vienne pas chercher au fond. Vraiment, on le présente à l'entrée, on appuie sur un bouton. Le bouton va déclencher l'aspiration. J'ai même mis 3 puissances d'aspiration pour pouvoir choisir et plus de confort également, et aussi pour pouvoir rassurer en disant j'y vais doucement, je teste. Super. Et ensuite, donc l'aspiration est déclenchée, ça passe par l'embout et c'est stocké dans le réservoir. Ensuite, c'est un appareil qui est en 3 parties, donc il se détache, l'embout, réservoir et le manche, et on nettoie principalement l'embout et le réservoir qui sont en contact avec les fluides, et le manche, lui, reste intact, mais on peut aussi nettoyer parce qu'il est totalement étanche. Pourquoi c'est un sujet aussi tabou? Pourquoi est-ce que les femmes n'en parlent pas? Toi, t'as fait ça, t'en as parlé, t'as fait des recherches. Pourquoi est-ce que c'est aussi fermé comme discussion? Je pense que c'est tabou parce que c'est simplement un tabou dans un tabou. La sexualité est un tabou de manière générale. On en parle de plus en plus, ça se libère, c'est une très bonne chose. Mais là, on parle de l'hygiène intime, de l'après, dans du coup la sexualité. On n'ose pas en parler parce que, en fait, c'est presque pas un sujet, parce que finalement, on n'a pas d'option, on n'a pas d'autre solution, on nous éduque pas à la toilette intime de manière générale, on nous dit pas quoi faire après un rapport. Aujourd'hui, on communique beaucoup plus sur les gestes à essayer d'avoir pour ne pas avoir des infections, notamment les femmes, ne serait-ce que d'aller faire pipi après un rapport pour éviter les infections urinaires. Donc ça, on commence à avoir un peu des informations là-dessus, mais il y a encore quelques années, si on n'est pas confronté à des cystites quotidiennes, on ne sait pas qu'il faut aller faire pipi après un rapport. Donc je pense qu'il y a un gros silence sur le après, parce qu'en fait, on nous dit pas comment gérer notre sexualité, donc on nous dit pas comment gérer la toilette intime de l'après. On nous explique pas. Enfin, je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a un manque d'éducation et de connaissances sur tout ce qui touche à la sexualité et à l'intimité. Donc ça reste dans le flou. Et donc chacune fait un peu comme elle sent. Il y en a qui vont même pas se laver parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin. Il y en a qui se couchent directement. Il y en a qui vont faire pipi. Il y en a qui prennent pas de douche. En fait, chacune gère ça comme elle le sent, parce qu'au final, il n'y a pas de règles préétablies. Et donc, en fait, ces écoulements, j'ai eu plein de retours sur comment les femmes géraient ça. Il y en a qui mettent des culottes menstruelles, il y en a qui mettent des serviettes, des protèges slip, il y en a même qui mettent des tampons. Donc on est vraiment sur quelque chose qui dérange, et justement on trouve des solutions nous-mêmes parce qu'on n'en parle pas. Parce que l'idée c'est de faire comme si de rien n'était et de trouver des solutions pour que ce soit un non-sujet. Mais moi justement j'avais envie qu'on ouvre le dialogue là-dessus, qu'on ouvre la discussion, parce que pourquoi on devrait vivre ça en silence? Tout simplement parce qu'on est conditionné comme ça et qu'on a dit c'est comme ça, il y aura pas de solution, c'est depuis la nuit des temps, des générations que ça fait que c'est comme ça. On subit. Donc je me suis dit non, il est temps d'évoluer, et en fait je pense qu'il n'y a pas de sujet trop tabou pour innover, il y a vraiment que des problèmes qui attendent des solutions, et moi je me suis dit ok, moi ça me porte un inconfort vraiment important, il n'y a pas de solution sur le marché. J'ai l'impression d'avoir une idée qui est plutôt bonne, puisqu'en en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de femmes ressentaient ça, mais elles se posaient même pas la question à savoir est-ce que ça les dérangeait vraiment, parce qu'elles l'avaient normalisé. Peut-être que moi, à ce moment-là, il y avait des choses qui faisaient que j'étais beaucoup plus focus dessus, étant donné aussi que j'avais des problèmes intimes de manière générale, donc des infections. Et en fait, je voulais justement en finir avec ça, parce que c'était des infections à répétition, donc vraiment, j'essayais d'avoir une hygiène de vie, de manière générale, pour ne plus en avoir, parce que vraiment, la flore intime, ça c'est encore un autre sujet, mais tout ce qui touche à l'intimité, il y a énormément de facteurs qui peuvent impacter cette flore et donc causer des infections. Et donc moi, j'essayais d'être hyper alerte sur tout ce qui pouvait avoir un impact, et donc je faisais très attention à ma toilette intime. Sauf que du coup, à ce moment-là, je n'arrivais pas à avoir quelque chose d'optimal, je me sentais toujours humide, et je me suis dit, en fait, il y a un sujet, vraiment, il faut créer quelque chose. Il faut creuser. Et justement, dans tes recherches par rapport à cette notion de tabou, parce que c'est important, chacun utilise sa propre méthode, tu en as cité tout à l'heure. Est-ce que dans la transmission mère-fille, dans tes recherches, tu as eu l'impression qu'il y avait cette communication, ou est-ce que c'est vraiment chacun pour soi, quoi? J'ai pas eu de retour comme quoi la mère a un peu aidé la fille sur un axe. Là aussi, on est vraiment dans le sujet hypersensible, on n'aborde pas la question. Alors déjà, la sexualité, c'est pas évident, mais alors l'après-sexualité... je pense que ça dépend des familles, tout simplement. Il y a des familles dans lesquelles la sexualité, c'est hyper tabou, ou même pas on y songe. À en parler, c'est vraiment découvre-toi, découvre toute seule, fais-toi tes expériences et tu verras. Il y a des familles, je pense, qui sont beaucoup plus ouvertes. J'ose croire qu'aujourd'hui, les parents éduquent un peu plus, parce qu'ils voient bien qu'à côté, si ils s'éduquent tout seuls, ils s'éduquent quoi? Avec du porno, avec des choses comme ça. Donc peut-être qu'il faut essayer de les aider, et j'espère que à l'avenir, les parents pourraient un petit peu plus s'éduquer sur au moins les gestes d'hygiène. Mais non, j'ai pas eu de retour particulier comme quoi ma mère m'a dit de faire ça. À mon avis, c'est possible que chacune ait ses méthodes et que donne des petits tips à leur fille. Mais non, à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça reste quand même très tabou, et quand bien même il peut y avoir cette intention de vouloir aider, ça reste pas le sujet principal de comment on fait après.
D'accord. Tu as 24 ans, tu viens du secteur de l'événementiel, tu es en CDI, tu as pour objectif d'économiser de l'argent et d'acheter un appartement, de te construire une vie stable, et d'un seul coup, tu changes de cap. Tu crées la société WOM. Est-ce que tu te souviens du moment précis à laquelle t'es venue cette idée? Alors, quand je dis le moment précis, je voudrais dire quelque part l'instant magique. Tout chef d'entreprise, à un moment donné, est passé par un enchaînement d'événements où le fait de te trouver au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, tu vois, cette notion de déclic, en fin de compte, où est-ce que c'est venu progressivement? Non, je pense qu'il y a 2 déclics, parce qu'en fait, l'idée de cet appareil, je l'ai eu en 2021. Donc en fait, j'étais même pas encore dans l'événementiel. Je finis mes études, j'ai fait une école de commerce. Je finis mes études, je suis en train de chercher du travail et d'un coup, j'ai cette idée. Donc déjà, le problème m'avait agacé pendant un petit temps et je commence vraiment à me dire il faudrait une solution comme ça parce qu'en fait, en cherchant sur internet, je m'attendais peut-être à trouver un truc comme ça. Je vois qu'il y a rien. Je vais même en sex shop demander s'il y a pas d'une solution là-bas. Il y a rien non plus. Et là, donc j'ai l'idée vraiment d'aspirer quelque chose. Je savais pas sur quel modèle, mais au début, je m'étais dit peut-être quelque chose de mécanique, un effet de ventouse ou quoi. Bon, je mets l'idée de côté parce que je me dis que ça va pas trop le faire. Et ensuite, vraiment naturellement, il y a cette idée de mais un mini aspirateur. Pourquoi pas? Alors, à qui t'en parles au départ? J'en parle à mon copain de l'époque, forcément, qui voyait mes galères, et lui, il me dit c'est pas con. C'est pas con, pourtant ça pourrait être pour beaucoup de personnes quelque chose de complètement loufoque. Quand on voit aussi l'aspect business, 2 besoins auxquels ça répond et le nombre de potentielles personnes concernées, on se dit bah non, c'est pas con du tout. J'ai plusieurs retours comme ça qui me disent ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et ce qui va me pousser à commencer un business plan en 2021 déjà là à cette époque, c'est quand je parle avec 2 copines, je lui parle du coup de mon idée et en fait c'est la première personne qui me dit mais c'est une trop bonne idée, je le fais avec toi. Genre moi je t'aide. Là je vois, j'ai toute la vision. En fait, elle s'est tout de suite projetée dans l'idée de manière très concrète et en fait sa projection m'a aidé aussi dans la mienne en me disant bon bah on passe d'une idée un peu abstraite à quelque chose de vraiment très concret. Et ce jour-là, on a trouvé le nom ensemble en brainstormant. Je me suis dit il faut un nom percutant, voilà, qui soit en rapport avec la femme et on a essayé plein de choses et d'un coup je dis woman, womb et là je me dis OK, womb, c'est hyper court, Génial. ça match. De base, il n'y avait pas le U, donc c'était W-O-M. Et il y avait une symétrie parfaite, on le lisait dans tous les sens, peu importe le mot, dans le sens du mot, donc c'était génial. Ensuite, on a rajouté le U pour des questions de dépôt, de marque, hein, voilà. Absolument, mais ça fait un peu français, donc j'aime bien aussi. Donc ce moment précis m'a fait me dire, OK, je commence un business plan. Je commence un business plan à ce moment-là, et en fait, je me rends très vite compte que il faut de l'argent. Il faut de l'argent que je n'ai pas du tout à ce moment-là, parce que je sors à peine de mes études. Dans ma tête, la première chose à faire, c'était un dépôt de brevet. Donc j'ai compris par la suite que pour déposer un brevet, il fallait quand même déjà du concret, au moins des maquettes, des choses comme ça. Mais dans ma tête, je me renseigne que sur le prix d'un brevet et je me rends compte que c'est déjà 5 000 € que je n'ai pas. Donc je me dis ça, c'est un brevet, j'imagine, uniquement en France. Uniquement en France, bien sûr. Et en fait, par la suite, j'ai appris que d'abord tu déposes un brevet dans ton pays et ensuite tu choisis pour l'extension. Donc t'as 1 an où t'as la priorité sur le monde entier. Donc je me dis bon bah tant pis, là je vois pas trop comment avancer et je pense qu'au fond de moi, à ce moment-là j'avais du coup 23 ans, 23-24. Je pense que j'étais pas prête psychologiquement à me dire je vais entreprendre, déjà c'est une chose, direct après mes études, et en plus je vais entreprendre dans un secteur ultra tabou où je vais devoir clairement m'exposer à parler de mon intimité, de mon expérience et d'un sujet qui dégoûte la plupart des gens parce que je vais parler de d'écoulement et je me suis dit est-ce que vraiment je suis prête à ça? Et je pense que plusieurs facteurs ont fait que je me suis dit bon, je vais mettre de côté l'idée, je vais prendre un travail normal et enfin je vais trouver du travail et on verra si cette idée est toujours dans ma tête plus tard. C'est là que du coup je trouve un travail dans l'événementiel, je suis chef de projet pour un traiteur dans le coin d'ailleurs et pendant la première année ça me plaît beaucoup puisque du coup je suis à l'organisation d'événements, c'est chouette, ça change. Et puis la deuxième année bah ça y est, ça commence à me lasser, c'est la même chose. Et puis en fait l'idée revient un peu dans ma tête. Et puis un jour, le deuxième déclic, j'en parle à un ami de mon copain à ce moment-là, qui était entrepreneur justement, forcément. Et je lui dis, moi c'est vrai, j'ai cette idée de business depuis un moment, j'aimerais bien le faire, mais voilà, j'ai pas l'argent, enfin en tout cas ça coûte de l'argent pour faire un brevet, puis il s'agit de développer un produit de A à Z, créer quelque chose, enfin c'est énorme comme projet. Là je veux pas juste monter une boîte d'événementiel, là je veux vraiment créer quelque chose, faire du développement produit, démocratiser un tabou, introduire un nouvel usage. Enfin, c'était une montagne à ce moment-là. Et en fait, cette personne-là, elle m'a répondu quelque chose de tout bête. Elle m'a dit ouais, en fait, ce que tu me dis, c'est des excuses là. C'est tout. C'est juste des excuses pour pas le faire. Mais il me dit imagine demain quelqu'un le fait à ta place, tu seras dégoûté. Tout ça parce que tu te seras trouvé des excuses pendant que quelqu'un aura agi. Et à ce moment-là, il prend son téléphone, il me dit un brevet, voilà.
pour 100 euros, t'as un brevet. Bon, c'était totalement faux, hein. Je sais pas où il a trouvé l'info, mais sur le coup, j'étais là en mode quoi, qu'est-ce La barrière est tombée. Ouais, il me dit donc voilà, là maintenant tu le fais. En plus, à ce moment-là, j'avais 2 ans de travail derrière moi, j'avais mis de l'argent de côté pour un appartement du coup dans un premier temps, et je me suis dit en vrai c'est vrai que j'ai un peu d'argent de côté. Et là, du coup, grâce à ce déclic, j'ai recommencé à me poser sur ce projet, et en fait à partir de ce moment-là en fait ça allait crescendo, et en fait ça a commencé à me faire vibrer, à me dire mon travail dans le salariat, j'en ai marre, ça me stimule plus. Carrément je bossais mon projet au travail en cachette. Du coup je ressentais bien que ça me faisait bien plus vibrer que ce que je faisais à côté. Donc à un moment je me suis dit ok, je me lance, et c'est en novembre 2023 que j'ai immatriculé l'entreprise, et ça faisait déjà 2 mois que je bossais un peu dessus, et en fait j'ai fait pendant 8 mois en parallèle les deux. Je bossais dans l'événementiel, et ensuite le soir ou quand je pouvais, je bossais mon projet. Alors justement, le projet, là tu as parlé du dépôt du brevet, un budget, mais derrière il y a de la R&D, il faut réaliser des plans, trouver les matériaux, les fabricants, réaliser les prototypes. Comment tu fais pour réunir les ressources, et est-ce que les gens à qui tu vas en parler sont réticents, ou est-ce que tout le monde te dit on te confirme que c'est un super projet? J'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs dès le début, très peu de jugements, donc j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de feux verts, et j'avais le sentiment que en fait le chemin s'ouvrait devant moi, et on me disait c'est ta voie. J'ai eu énormément de soutien. Donc la première chose pour commencer le projet, ça a été de mettre sur papier ce que j'avais en tête, de dessiner finalement, dessiner un design. Donc pour ça j'ai appelé une amie qui dessine très bien. On était à l'école ensemble au lycée, et elle était en design graphique, donc la personne parfaite pour m'aider là-dessus. Et donc pendant peut-être 1 mois, on a beaucoup échangé sur comment j'imaginais quelque chose. Donc il y a une première version avec une certaine forme, et finalement je trouvais qu'elle faisait trop, et moi je voulais vraiment me détacher de ça. Je voulais trouver un juste milieu entre le et le produit thermomètre pharmacie. Voilà, je voulais essayer de pas être dans ces 2 univers et de trouver quelque chose. Je voulais que l'objet soit beau. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de féminin, et qu'on n'ait pas honte. Voilà. Donc du coup, maquette faite, on a la forme qui me plaît pour une prise en main. Vraiment, on a étudié le truc de manière quand même assez sérieuse, du mieux qu'on a pu avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Et une fois que j'avais ces maquettes, l'idée c'était d'aller voir un ingénieur. Je rencontre un ingénieur. Tu le trouves comment? Tu prospectes, le réseau? Un contact. Réseau. Ouais. Donc depuis le début, c'est que des contacts. À ce moment-là, quasiment, oui. Là, contact, je sors pas de mon réseau. Donc j'essaye avec ce premier ingénieur, et finalement, après 2 mois d'échange, ça avançait pas. Donc je me suis dit en fait, il faut que je fasse différemment. Il faut que je trouve une usine. Donc je cherche sur internet. Alors, je fais une petite parenthèse, je te coupe parce que là il y a un élément important, c'est-à-dire que là tu commences à rencontrer des gens, c'est-à-dire que tu vas commencer à montrer ton produit, tu vas commencer à faire bosser des gens dessus, donc là il est important que le brevet soit déjà déposé bien avant. Alors non, à ce moment-là, parce qu'en fait du coup j'avais uniquement un dessin de ce que je voulais, en fait c'était une maquette avec comment ça fonctionnait. Elle m'avait fait un truc hyper lisible, tellement qu'on pensait que c'était des professionnels qui l'avaient fait. Et en fait non, à ce moment-là je fais signer des accords de confidentialité, donc des NDA au maximum, parce que je suis très peureuse. À ce moment-là j'ai l'impression que mon idée elle est géniale, elle va révolutionner le monde, et j'ai très peur que quelqu'un me la pique. Ah oui. Donc j'en parle à des gens, mais je fais très attention à qui, et dès que c'est dans le cadre professionnel, je fais signer du coup des contrats. Donc avec cet ingénieur, ça a pas abouti, et je me suis dit en fait il faut trouver une usine qui produit des appareils d'aspiration. Enfin j'essaye de me dire il faut que je me rapproche d'une usine qui sait à peu près faire ce dont j'ai besoin. Et comment tu fais ça? Et justement, je cherche sur internet et je trouve pas. Ah ouais. Je trouve pas. Même des fois, je vois des choses qui ressemblent. Il y a des appareils sur le marché qui existent qui sont d'aspiration. Donc, par exemple, on a les aspirateurs à point noir, on a les mouches bébés électriques, on a plein de choses qui peuvent ressembler à ce que j'avais en tête. Mais du coup, moi, je voulais le redesigner pour une utilisation vaginale. Donc, j'essaye de contacter ces usines, mais j'y arrive pas. Donc là, je me dis, comment je fais pour avoir des fabricants, des industriels devant moi, et que je puisse essayer de présenter mon projet. Et donc là, je me dis, il faut faire un salon. Donc je trouve un salon sur Paris, Global Industrie, vraiment un salon international qui réunit tous les industriels du pays, même du monde, par thématique. Et donc moi j'ai bien compris que c'était quand même la plasturgie qui était quand même l'essence même du produit, puisque ça allait être un produit en plastique, qui allait devoir être assemblé, et dedans on allait mettre des composants électroniques. Donc je monte sur Paris, mes parents m'accompagnent, puisque ça peut être un autre sujet par la suite, mais j'ai beaucoup de soutien de mes parents, notamment de mon père qui est un ancien entrepreneur. Donc quand même le sujet il n'y a pas eu de tabou pour lui, il a juste vu sa fille se lancer à fond dans une idée. Et lui, il est à fond aussi? Il est à fond aussi. D'ailleurs, depuis pas longtemps, il est aussi associé. Donc on peut dire qu'il est à fond. Ouais. Il t'amène un complément de
de compétences, j'imagine. Absolument. Ils m'aident sur toute la partie industrielle, financière aussi, la gestion. Et moi, je fais quand même tout le reste, mais il a des compétences qu'il a acquis forcément avec son expérience et dont il me fait bénéficier. Donc c'est vraiment génial. Le fait de toucher à la sexualité avec sa fille, ça n'a pas été un sujet du tout. Et j'ai beaucoup ce retour des fois. Ouais. Et au final, non, je le remercie d'avoir cette ouverture d'esprit et de m'avoir encouragé, peu importe le sujet finalement. Donc vous allez au Salon de Paris. On va au Salon de Paris en famille et du coup, en fait, je présente le projet à des usines, à 3 en particulier, et j'essaie de voir s'ils sont intéressés et qu'est-ce qu'ils pensent de mon idée. Pareil, tu fais signer un contrat de confidentialité. Ah oui. Donc déjà, je me renseigne sur qu'est-ce que vous faites, est-ce que ça peut le faire, est-ce que vous faites de l'assemblage électronique, ok, j'ai une idée, est-ce que vous voulez tâtes le terrain avant. Exactement. Et est-ce que vous voulez en savoir plus? Oui, voilà. Par contre, si vous pouvez signer un accord, hop, et ensuite on échange. Donc j'ai fait ça avec 3 entreprises et la dernière, donc la 3e, j'ai eu un très bon feeling avec eux. J'ai tout de suite senti l'engouement qu'il y a eu envers mon idée. Ils ont eu la vision, ils ont compris ce que je voulais faire et donc c'est avec eux que j'ai avancé pendant 2 ans et qu'on a fait la recherche et développement sur le produit, beaucoup d'études jusqu'à arriver à un prototype final finalement. D'accord, donc aujourd'hui tu as un prototype en main? Absolument. D'accord. J'en ai même eu plusieurs entre temps. Ouais. J'en ai eu au moins 6, 7. Et là le dernier, c'est celui qui valide la fin de la recherche et développement et on est OK. C'est le modèle abouti C'est ça, pour passer à la phase 2 qui est l'industrialisation. Alors, tu choisis de participer à une campagne de crowdfunding. En français, c'est le financement participatif sur la plateforme Ulule. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du placement de produits, mais tu as choisi Ulule. Est-ce que c'est, dans ta démarche, une priorité publicitaire pour tester le marché ou pour collecter des fonds? Clairement les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas forcément pensé faire des préventes aussi rapidement, puisque dans ma tête, pour moi, il fallait que j'ai fabriqué le produit, parce que en fait, pour passer à l'étape 2, donc l'industrialisation, j'ai besoin d'énormément d'argent. J'ai besoin d'un investissement assez important pour pouvoir financer l'outillage qui va permettre du coup la fabrication. Donc l'outillage, c'est les machines de production, c'est les moules, c'est tout ce qu'on a besoin puisque c'est un produit sur mesure qui n'existe pas, donc faut tout faire adapter à ça. Donc j'avais besoin d'argent et en fait, ma première option, c'était un prêt bancaire. Donc j'ai eu la chance d'avoir une proposition de ma banque historique, on va dire, qui m'accompagne et voilà. Mais j'en avais qu'une seule, donc aucune possibilité de comparer et j'avais quand même une caution personnelle assez importante. Et moi, j'étais prête à y aller. Pour moi, je prenais le risque, c'était mon projet, j'y croyais, ça pouvait que marcher. Je suis très positive, donc je m'étais dit go, faut prendre des risques à un moment donné. À savoir que j'ai financé toute la recherche et développement en fonds propres avec l'argent que j'avais de côté et aussi de l'argent que mon père m'a avancé. Puis ensuite, il est devenu associé, donc on s'est arrangé en interne, mais j'ai pas fait de prêt avant. D'accord. Donc là, à ce moment-là, j'ai besoin d'argent. Je me dis, je vais faire un prêt. Et j'ai l'opportunité qui tombe un peu du chapeau de faire une émission YouTube, un peu type qui va être mon associé. C'est un groupe qui avait envie d'essayer ça. Donc en fait, c'était devant 5 hommes investisseurs qui étaient d'une même entreprise. Donc c'était soit ils y allaient ensemble, soit ils y allaient pas du tout. Donc je fais cette émission. Et en fait, ce qui ressort, c'est que, bon, déjà, c'est 5 hommes. Et je pense que c'est 5 hommes qui n'ont pas vraiment écouté ce que j'ai dit ou compris ou voulu entendre. Mais ça a été la première fois où j'ai été confrontée à beaucoup de réticence envers la solution et même le besoin. Donc je pense que voilà, ils ont vu produit pour produit, quoi. Ouais, ils ont eu l'impression que je voulais créer un besoin inutile, comme beaucoup finalement, on pourra en reparler, mais sur les réseaux c'est ce qui ressort beaucoup parfois. Donc en fait ils n'ont pas compris ce que je voulais faire et la première chose qu'ils m'ont dit c'est tu n'as pas de précommande, tu n'as pas testé ton marché, donc tu n'as aucune certitude finalement que ta solution va répondre aux besoins et que les femmes veulent ta solution. Et nous, sans ça, on peut pas t'accompagner. Et ils m'ont déconseillé de faire le prêt bancaire tout de suite parce qu'ils m'ont dit tu vas t'endetter à l'instant T, alors que tu n'as aucune preuve concrète que tu vas en vendre. Et là, c'est un risque important. Il m'a dit c'est une erreur que beaucoup font dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils croient à fond à une idée et en fait, ils la confrontent très peu au marché. Et il faut savoir que moi, comme j'étais beaucoup dans le « j'ai peur qu'on me pique l'idée », même si entre-temps, j'ai déposé le brevet, bien sûr, j'avais pas fait de grandes études de marché non plus. J'avais pas mis beaucoup de moyens là-dessus. J'en avais discuté un peu autour de moi et je m'étais dit, moi, je suis ma première cliente, donc je sais ce que c'est, je connais ma douleur, donc ça va parler à d'autres femmes, c'est sûr. Même si dans mes études, j'avais bien remarqué qu'il y avait plus ou moins une femme sur 2 qui ne se sentait pas concernée par cet inconfort. Mais vraiment, une femme sur 2 qui me dit non, moi ça me dérange pas du tout, je vais à la douche et ensuite j'ai plus rien. Et la deuxième qui me dit ah non, moi c'est l'enfer, voilà, j'en ai encore jusqu'au lendemain, voilà. En fait, ils m'ont fait un peu ouvrir les yeux sur le fait que bon, faut peut-être pas que je me précipite et que là je fasse les choses autrement et que je fasse une campagne du coup de précommande pour tester mon marché.
Donc c'est ce que je fais. Je me rends compte que faire une campagne de précommande, de faire une campagne participative, c'est quelque chose qui se prépare beaucoup. C'est pas aussi simple que ce qu'on croit. T'es accompagné ou ils te laissent Non. Du coup, j'ai pas du tout d'offre. Ils me disent reviens quand t'as des ventes à la limite. Mais non, je me prends un refus catégorique de leur part. Ouais. Même s'il y en a un parmi les 5 qui y croit beaucoup plus, mais comme ils devaient y aller ensemble, il n'y a pas eu de suite. À ce moment-là, je me dis ok, c'est le premier mur un peu que je me prends. Mais je suis quand même restée très positive parce qu'ils m'ont donné des conseils vraiment importants. Ils m'ont donné des pistes et c'est des personnes qui avaient de l'expérience dans l'entrepreneuriat de manière générale. Donc je me suis dit, il faut que je les écoute. Toi, t'as jamais fait ça avant, t'essayes de faire les choses du mieux que tu peux, mais faut que tu puisses te réorienter, te remettre en question. Donc du coup, je prépare ma campagne. Ça prend beaucoup de temps, je comprends beaucoup de choses sur le fonctionnement de ça. Et donc ensuite, en mars du coup 2026, je lance enfin ma campagne sur Ulule. Ouais, alors explique-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un protocole à respecter? Oui, non. C'est quand même vachement encadré. Déjà, quand tu t'inscris sur la plateforme, tout de suite, tu as un coach qui est attribué. Tu as des masterclass avec des visios pour t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et non, je trouve que ça a été très bien fait. Ouais. Et puis même moi, je me suis rapprochée d'autres personnes qui en avaient déjà fait. Donc j'ai eu beaucoup de conseils par rapport à leur expérience. Donc j'ai compris que déjà, avant de lancer sa campagne, il fallait la préparer et qu'il fallait réunir un maximum d'adresses email de personnes intéressées par les précommandes. Donc en fait, on ouvre une page de pré-lancement, une landing page où les gens peuvent laisser leur adresse pour être alertés au moment où la campagne va être lancée. Exactement. Et donc l'idée, c'est d'en avoir un maximum parce qu'il y a une stat qui dit que voilà, 10% des personnes qui se sont inscrites vont précommander. Donc moi, à ce moment-là, je m'y prends à peine 2 mois à l'avance, avec mes petits moyens, je suis toute seule dans ma com. Et donc en fait, finalement, la réussite de ta campagne Ulule, elle dépend de ta capacité à générer de la visibilité et à ramener des gens dessus. Donc je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'ai une petite communauté, je dois être à 5000 personnes, 5000, 6000 personnes. C'est pas mal du tout. Ça faisait déjà 2 ans, 1 an et demi que je travaillais mes réseaux. Et en fait, quand j'ai fait l'émission, qui a été diffusée peut-être 3 mois avant, c'est là que j'ai annoncé le projet, parce que c'était un projet que je cachais sur mes réseaux. Je parlais de santé intime de manière générale, j'ai justement publié le livre parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin énorme et que du coup j'ai rassemblé tout le meilleur de mon contenu avec des professionnels de santé pour pouvoir offrir aux personnes qui me suivaient et aux femmes qui en avaient besoin un endroit où tout est réuni et où c'est simple d'accès. Mais je disais que je travaillais sur un projet secret, parce que pour le moment j'attendais le bon moment, je sais pas encore ce que j'attendais, surtout que le brevet était déposé depuis un moment. Je pense que je faisais bien la promo du livre et que je voulais attendre que ce soit le bon moment. Je fais l'émission et là l'émission elle sort à peine 1 mois après le tournage et je me dis c'est hyper rapide, donc là je vais devoir annoncer ça à ma communauté. Et là j'ai vraiment énormément de retours positifs, de dingue. Je me dis waouh, en fait presque mon étude de marché là elle est un peu faite parce que j'ai une vidéo qui marche super bien, j'ai énormément de messages de femmes qui m'encouragent, qui me disent que c'est fou, que c'était pourquoi on n'y a pas pensé. À ce moment-là ça contrebalance le mois d'avant où j'ai tourné l'émission où j'ai eu un retour très négatif de 5 hommes et justement là les femmes ne comprennent pas qu'il y avait que 5 hommes et qu'il n'y avait pas une femme qui et puis donnait son avis parce que j'ai des retours ultra positifs. Et donc les femmes elles me disent lance tes précommandes, j'ai vraiment des retours qui vont dans ce sens. Donc grâce à cette visibilité que j'ai sur les réseaux, j'en parle au maximum et je dis voilà les filles, si vous voulez le Woomer, il faut vous inscrire, comme ça vous serez alertés en première, nani. Donc j'arrive quand même, grâce à quelques vidéos qui marchent très bien, j'arrive jusqu'à 1100 adresses mail. Donc en soi, c'est des personnes qui sont vraiment qualifiées, qui veulent l'appareil. Donc je me dis, ça s'intéresse en tout cas à l'appareil. Exactement. Ouais. Moi je me dis qu'il y en a plus que 10% qui vont l'acheter, c'est pas possible. Et pourtant la stat elle était plutôt pas mal puisque j'ouvre les précommandes et dès la première journée, en fait, j'atteins l'objectif que j'avais fixé sur Ulule de 100 unités vendues. Savoir que j'avais fait une offre Early Bird, donc les 50 premières pouvaient l'avoir à 59 €. Ensuite, ça passait à 89. Donc il y avait un vrai gap. Les 50 premiers sont partis en 3 minutes, littéralement. Wow. C'était incroyable. J'avais fait beaucoup d'emails aussi de vente pour préparer J-5, J-10. Enfin, j'avais vraiment fait quelque chose pour que les personnes qui s'étaient inscrites, en fait, ces datas, elles étaient hyper importantes. Enfin, les emails, c'était vraiment comment travailler justement ces personnes-là. Et donc, j'avais dit, voilà, seulement les personnes qui se sont inscrites auront l'heure exacte de la sortie et pourront avoir la chance, peut-être, d'avoir un Woomer à 59 €. Donc, ils sont partis en 3 minutes. J'étais vraiment aux anges. Et ensuite, le reste de la journée, les 50 autres sont partis. J'ai atteint mon objectif des 100. Et donc, j'étais déjà ultra contente en me disant, là, j'ai 1 mois où ça va décoller.
Moi, j'avais un objectif secret, c'était les 1000 unités. Parce que je me suis dit, 1000 unités, ça me permet de financer toute ma production par la suite. Sauf que force est de constater que, en fait, ça s'est très vite calmé. Parce qu'il y a eu l'engouement du premier jour, il y a eu les premiers Woomer qui sont partis moins cher, et ensuite, j'en ai pas remis. Donc après, il s'agissait quand même de vendre un appareil 99 €, qui n'existe pas, on n'a pas de retour client, l'appareil n'est même pas fabriqué, j'ai pas vraiment de photos de produits finis. Donc vraiment, je vendais sur une idée, un concept. Donc là, un petit peu déçu parce que je vois dès le lendemain que j'en vends 5, ensuite 3, ensuite 6. Ça reste bien, mais par rapport au 100 de la première journée, j'étais quand même assez déçu. Mais donc j'ai compris que c'était vraiment un marathon et qu'il fallait que je communique tous les jours, que je poste. Et ça a été un mois qui a été hyper intense pour moi parce que ça a été vraiment concentré sur ma communication, comment réussir à poster tous les jours pour générer des vues et pour donner envie aux gens de le précommander et aussi le faire connaître au maximum. Et à la fin de la campagne, j'ai réussi avec 324 précommandes. C'est bon. C'est quand même super parce que quand on se dit que le panier moyen c'est 80 €, on va dire, ça me fait presque 30 000 € quand même. Et je me suis dit c'est génial. En vrai, ma preuve de marché, je l'ai là. Donc là, il y a plus les sceptiques qui peuvent plus avoir de doute. J'ai des chiffres. Donc en fait, ça a été vraiment plus pour moi un moyen de dire voilà, il y a plus de débat, il y a un problème, j'ai proposé une solution et les femmes ont acheté, et pas que. Il y a eu des hommes, beaucoup d'hommes qui ont acheté pour leurs femmes. J'ai trouvé ça incroyable. Au moins 50%, c'est des hommes qui ont acheté pour leurs femmes. Donc ça, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Du coup, aujourd'hui, j'essaye de les inclure beaucoup plus dans ma communication parce que j'étais très genrée, très femme, girls. Mais maintenant, je dis plutôt les girls and boys. J'essaye de les inclure un peu parce que finalement, il y en a plein qui me suivent pour s'informer et pour être plus attentive au bien-être de leurs femmes. Donc, je trouve ça génial. Et par rapport au positionnement tarifaire, est-ce que ça t'a permis d'avancer ? T'es à l'aise avec ça ? Alors, ça a été vraiment un sujet parce que beaucoup m'ont dit combien il va coûter. Et je savais très bien que... presque proche de 100 €, c'était tout de suite un budget. Je me suis posé des questions, beaucoup m'ont dit moi voilà, je le prends mais pas plus de 50 €, sauf que il y a eu un sujet sur le lieu de production. Moi, j'étais vraiment fixée à fabriquer en France. Parce que, selon moi, c'est un appareil qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on se met dans la partie la plus intime de notre corps, on n'a pas envie de se mettre n'importe quoi, et on n'a pas envie d'un produit made in China à cet endroit-là, à ce moment-là, surtout quand on teste quelque chose. Donc ça, c'est moi, en tant que cliente, qui veut pas un produit made in China et qui veut proposer un produit made in France. Mais la moi entrepreneuse, c'est que voilà, si tu veux entreprendre en France et fabriquer en France, c'est tout de suite un parti pris sur le prix justement, et que la plupart des entrepreneurs font l'inverse, fabriquent à l'étranger dans un premier temps, même pas forcément en Chine, mais déjà à l'étranger parce que ça reste presque souvent moins cher que la France. Et ensuite, quand ils peuvent se le permettre, relocalisent en France. Donc j'ai étudié les deux possibilités, j'ai laissé le choix à mes clientes. Je leur ai dit, il y a deux choses. Si je fabrique à l'étranger, le prix sera moins cher, mais ce sera probablement un produit made in China. Voilà. Mais si je fabrique en France, ce sera plus aux alentours de 90, 100, voire 130. Ça a été unanime sur les votes, elles veulent un produit made in France. Payer plus cher, mais pour avoir la qualité. Absolument. Mais j'ai compris par la suite aussi qu'il y avait peut-être une petite part... Je pense que c'est pas vraiment de l'hypocrisie, mais c'est que quand on leur demande pas de sortir la carte bleue, les gens, ils ont évidemment envie de consommer français. Mais au moment où il faut payer, est-ce que finalement l'argument c'est made in France, est-ce que c'est assez puissant pour te dire je l'achète à ce prix-là parce que c'est made in France? Ça, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai beaucoup étudié la question et j'ai vu que la plupart des étaient fabriqués en Chine et qu'on regardait pas du tout d'où ils venaient. Après, t'es toute seule sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, celui qui le veut, il est obligé de le prendre à tes conditions. Absolument. Donc de toute façon, ça me rassurait d'avoir une entreprise en France avec qui échanger. Et puis dès le début, j'ai quand même communiqué sur le fait que je voulais un produit français parce que je les avais écoutés. Donc j'essaye de rester dans cette lignée-là. J'ai quand même étudié d'autres possibilités, notamment au Portugal, mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose qui me convenait un peu plus en France, quitte à faire des compromis sur certaines choses. Mais voilà, moi je suis très alignée avec le prix parce que aujourd'hui c'est un produit qu'on vend encore en précommande sur le site de manière sans limite de temps, juste pour aussi nous aider à financer la production, parce que j'ai fait 30 000 € de CA, mais j'en ai récolté à peu près 27, puisqu'il y a eu la commission Ulule, et en fait 27 000 € c'est pas du tout suffisant pour financer l'outillage, financer tout le reste. Donc je suis encore dans la démarche de chercher de l'argent, donc là j'avais pensé à des investisseurs, mais donc finalement je me retourne vers un prêt bancaire pour que ça aille plus vite, parce que du coup je dois livrer ces personnes, donc il y a une date estimée qui est en fin d'année, donc l'idée c'est d'accélérer quand même assez pour pouvoir tenir
plus ou moins ces délais. Tout ça pour dire que du coup, ma stratégie a été de m'orienter sur quelque chose de français, et donc forcément, un prix de revient qui reste élevé doit avoir un prix de vente bien plus élevé pour avoir une entreprise qui fonctionne et qui est viable sur le long terme. Donc aujourd'hui c'est vendu à 99 € sur mon site. On est en dessous de la barre des 100 €, mais c'est vraiment voilà, c'est psychologique. C'est psychologique exactement. Une fois qu'on sera plus en précommande et qu'on sera en livraison en direct, on sera à 139 €. D'accord. L'idée c'est de proposer un paiement plusieurs fois pour pouvoir faciliter l'achat, mais c'est quand même aligné avec un produit d'innovation, un produit fabriqué en France, un produit électronique qui est garanti un certain nombre d'années. Donc moi, je trouve que c'est un investissement puisque tu vas le rentabiliser à terme, puisque c'est un produit que tu réutilises. Donc pour moi, si vraiment tu as la douleur que j'ai vécue ou que tu as envie vraiment d'avoir une hygiène intime plus optimale, bah tu fais ton investissement et ensuite bah tu t'en occupes plus parce que tu l'as acheté. Il y a que les embouts qui sont en contact avec les muqueuses que tu pourras éventuellement changer, mais voilà, je vais recommander un certain nombre d'utilisations pour l'hygiène et ensuite ils feront ce qu'ils veulent. Donc moi je suis alignée avec le prix parce que il y a beaucoup de recherche derrière, il y a beaucoup d'investissement, et pour que l'entreprise puisse fonctionner, il faut un prix comme ça. Alors tu as réussi pour l'instant à toucher le particulier, homme ou femme. Qu'en pense le corps médical ? Alors, donc faut savoir que l'appareil, il a été développé donc avec des ingénieurs en dispositifs médicaux, donc avec des notions aussi, et en parallèle, j'ai évidemment été accompagné par des professionnels de santé, donc sage-femme, sexologue, gynécologue, même médecin généraliste. Donc quand je dis accompagné, ils sont pas venus avec moi à l'usine pour faire des tests. C'est dès qu'il y a eu des questions de médecine, dès qu'il y a eu des interrogations de la part de l'équipe industrielle, je me suis tournée vers le corps médical pour connaître leur avis d'un point de vue théorique, puisqu'en fait un prototype, disons qu'on a fait plein de tests. Moi je l'ai testé, on l'a testé en très peu de comités, mais c'est pas les matières sont pas bonnes pour aller faire des tests plus poussés et le proposer à un panel de femmes. Donc là, on est vraiment sur la théorie du fonctionnement. Est-ce que si on aspire avec une aspiration de temps, de puissance, est-ce que ça peut impacter la flore vaginale ? Oui, non, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça peut aspirer le fil du stérilet et déplacer le stérilet ? Oui, non. Et en fait, on a essayé de construire quelque chose qui soit le plus sûr possible pour justement adresser à toutes les femmes, peu importe leur moyen de contraception. Donc c'est pas un moyen de contraception du tout. Ouais. Ça n'a en aucun cas ça c'est important de le dire. Ouais. Absolument, parce que du coup je veux pas faire de la désinformation, au contraire c'est vraiment un outil de toilette, d'hygiène, de bien-être, mais en aucun cas un moyen de contraception. C'est en aucun cas quelque chose qui va ne pas aider du coup à tomber enceinte, parce que j'ai aussi eu la question inverse, les femmes qui veulent des enfants, est-ce qu'elles peuvent l'utiliser ? Dans ce cas-là, il faut peut-être attendre au moins 15 à 20 minutes avant de l'utiliser, comme ça ce qui devait se faire, si conception devait y avoir, ça aurait déjà été fait. Et puis si on a un stérilet, eh bien en fait non, sur la théorie, il n'y a pas de problème parce que l'aspiration, faut savoir qu'elle est très très douce. On parle d'aspirateur, donc forcément on imagine un aspirateur ménager principalement, avec une forte puissance qui peut nous arracher la peau, mais il faut savoir que là on n'est pas du tout là-dessus. L'aspiration au doigt, on la sent presque pas. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra léger. Vraiment, on a pensé le truc pour que ce soit efficace pour les fluides, mais que ce soit vraiment le plus safe et le plus sûr pour la flore intime. Donc non, puisque l'appareil se place uniquement à l'entrée du vagin, il n'y a aucun risque que le stérilet qui est enroulé autour du col de l'utérus, donc bien plus profond, ne soit aspiré, et la puissance ne le permet absolument pas. Comme elle ne permet pas de modifier le microbiote de la flore vaginale. Donc ça, c'est la théorie parce que j'ai expliqué et que j'ai montré l'appareil à plein de professionnels de santé. Ensuite, on va passer à la pratique. Une fois qu'on aura les produits finaux, on pourra faire un panel de testeuses, donc de 100 personnes qui vont nous donner leur avis, et à ce moment-là, elles pourront nous faire des retours sur l'utilisation. Et il y aura forcément un questionnaire aussi. Est-ce que vous avez eu des problèmes intimes par la suite ? Est-ce que vous avez vu des changements ? À combien de pourcents vous direz que ça vous a aidé dans le fait de ne plus avoir d'écoulement ? Donc en fait, on va pouvoir récolter de la vraie data, parce que sur le principe, finalement, aujourd'hui, on a très très peu de retours, puisque les seuls retours qu'on a, c'est des tests qu'on a fait en laboratoire sur des vaginettes, donc des faux vagins, ou les tests qu'on a pu faire en très petit comité sur notre expérience, et au final on est des parties prenantes du projet, donc on n'est pas du tout objective. Donc voilà, je pense que j'ai répondu peut-être à ta question. Est-ce que tu as, pour finir sur cette partie-là, est-ce que tu as une obligation d'une AMM, autorisation de mise sur le marché ? Oui, alors faut savoir que je fais les choses au maximum pour que ce soit le plus réglementé possible et que ce soit le plus safe. Donc je suis accompagnée par une avocate justement là-dedans qui m'a donné un texte de loi pour la mise en vigueur d'un produit comme celui-là, mais il faut savoir que comme ça n'existe pas, je suis obligée de me rapprocher des lois sur les produits qui existent, donc tout ce qui est... L'idée c'est d'avoir la norme ISO 3533, si je crois que c'est ça, qui est valable pour les
donc déjà qui assurait une certaine garantie sur mon produit. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir plein de certifications, de faire passer des tests, d'avoir la norme CE de conformité européenne. Et en fait, tous les labels que je vais pouvoir aller chercher, je vais les faire parce que j'ai besoin de rassurer sur l'utilisation d'un produit qui n'existe pas, qu'on place dans cette zone très intime. Donc non, l'idée, c'est vraiment avant de le livrer et de le mettre sur le marché, va y avoir un cahier des charges qui sera évidemment bien rempli par une entreprise extérieure qui fait une analyse du produit, qui fait un audit du produit et qui regarde s'il coche bien toutes les cases pour la sécurité, l'hygiène, tout ça. Beaucoup d'intervenants, beaucoup de budget du coup. Tu as réussi à l'évaluer jusqu'au oui, au lancement alors, on va dire que la recherche et développement, on a déjà investi à peu près 60 000 €. Là, l'idée pour tout ce qui est outillage, première commande, test, on est aux alentours de 150 000 €. Donc là, je suis en train d'essayer d'aller chercher tous les moyens possibles pour cumuler différentes sortes de prêts. Il y a des prêts d'honneur avec des taux zéro, il y a des prêts bancaires que je peux essayer d'avoir. Il y a plein de choses, il y a des subventions, des aides parce que je suis une jeune femme qui entreprend pour les femmes, je suis dans la femtech, donc il y a plein de choses à faire pour financer un projet comme celui-là et je suis convaincue que j'aurai pas de problème pour trouver l'argent parce que c'est un projet qui fédère. Au travers de ces associations dans lesquelles tu es membre, il y a vraiment un accompagnement important, c'est du réseautage. Oui, disons que je suis dans la femtech, je crois que c'est le seul dans lequel je suis. Sinon, je suis incubée dans la région, j'ai fait 2 incubateurs. Il y a des accompagnements qui sont vraiment plus poussés que d'autres. Le premier incubateur, c'était plus une formation. Là, le deuxième incubateur dans lequel je suis, il est porté par la CCI, ça s'appelle Les Décideuses. Et en fait, j'ai gagné un prix qui m'a permis d'être incubée totalement gratuitement pendant 1 an. Et là, l'accompagnement, il est vraiment très sur mesure. On me met en relation avec vraiment des experts à chaque besoin précis. Donc l'accompagnement il est top. Concernant la femtech, c'est beaucoup plus du réseau, c'est des opportunités dans ce milieu-là qui touchent à la santé des femmes, au bien-être des femmes, des opportunités de stand, des opportunités d'être invité à des événements. L'idée c'est vraiment d'être sur un maximum de fronts pour avoir le plus d'opportunités possibles, de faire connaître le produit, de me faire accompagner sur plein d'aspects. Donc oui, j'ai l'impression quand même que je me suis bien entourée pour le moment, en tout cas d'un point de vue extérieur. Aujourd'hui, il y a une autre problématique, c'est que j'aimerais me faire accompagner un peu plus en interne, avoir des personnes qui m'aident sur de la réalisation concrète de tâches au quotidien, parce que sinon sur l'opérationnel, je suis toute seule. Donc ça c'est un autre sujet aussi. Mais ouais, j'aimerais bien avoir une stagiaire déjà dans un premier temps parce que je suis pas du tout en mesure de rémunérer quelqu'un. J'ai fait appel à des freelances, mais c'est vraiment des missions ponctuelles. Mais c'est vrai que j'aurais bien besoin d'aide sur plein d'aspects. Tu es très active aussi pour la promotion de ton appareil. Tu interviens régulièrement dans la presse sous la forme de reportages, d'interviews. Tu es également très active sur les réseaux sociaux. Tu as d'ailleurs passé symboliquement le cap des 10 000 abonnés sur Instagram. Félicitations. Merci. Comment expliques-tu cet engouement ? Penses-tu que ce soit parce que tu parles cash d'un sujet aussi sensible, aussi tabou, que finalement tu libères la parole ? Je pense que l'engouement il y est pour plusieurs raisons. Je pense que déjà le produit en lui-même est assez clivant, donc forcément il fait parler. Le sujet est très controversé sur les réseaux. Il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est une idée de génie, que c'est incroyable, que c'est l'idée qu'il fallait avoir, voilà. Et de l'autre côté, il y a des hommes qui ne comprennent pas du tout et qui se moquent complètement de l'idée, de moi. Et il y a aussi des femmes qui ne comprennent pas parce qu'elles-mêmes ne sont pas concernées par le sujet et donc pensent que c'est une vérité générale et qui font une généralité justement sur toutes les femmes. Oui, parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas, effectivement. Donc c'est aussi là mon travail de normaliser le fait que si il y a des femmes qui ont cet inconfort là, c'est juste que c'est un tabou, donc moi ce que je fais c'est en parler. Donc je pense que le produit en lui-même fait déjà assez parler parce que c'est innovant, parce que c'est quelque chose dont on n'attend pas. Moi je dis que c'est un aspirateur de fluide, mais sur les réseaux c'est un aspirateur à si on parle clairement. De l'autre côté, j'en joue parce que forcément l'idée c'est de faire des vues et donc aujourd'hui on sait que c'est les premières secondes qui vont faire que la personne va regarder toute la vidéo. Les écoulements après un rapport, on n'en parle pas. Moi j'ai trouvé une solution, je l'ai créée. Voilà. Et c'est le plus direct possible. Comme ça, déjà, quel est l'inconfort, quel est le besoin. 2, c'est quoi sa solution. Donc, je pense que j'ai un petit peu compris comment fonctionnaient les réseaux parce que je suis moi-même une grande consommatrice, surtout d'Instagram. Donc, à force de consommer, je vois ce qui marche. J'essaye de reproduire, je teste. En fait, c'est ça, les réseaux. C'est essayer des formats, essayer des choses, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Être très porté sur ces datas, donc analyser ce qui a fait que ça a pas marché et ensuite reproduire, changer. Donc, je pense qu'il fait que ça fonctionne et encore c'est quand même 2 ans pour avoir 10 000 abonnés. Il y a des personnes qui arrivent avec c'est peu de temps c'est peu de temps
Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est génial, j'en suis hyper fière et je suis hyper reconnaissante des personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Mais de l'autre côté, des fois, je vois des comptes qui arrivent à péter, mais ultra rapidement. Et je me dis, c'est incroyable d'y arriver parce que, en fait, c'est des personnes, généralement, qui sont consacrées à leur création de contenu, qui vont publier entre 2, 3, 4 vidéos par jour, limite. Et donc, forcément, ça va insuffler quelque chose à l'algorithme qui va faire que ça va beaucoup plus marcher. Sauf que moi, il y a tout un business derrière. Donc je passe beaucoup de temps à ma création de contenu, c'est au moins, je dirais 70% de mon temps, donc c'est énorme. Avec tout ce qu'il y a à faire à côté, tu arrives à passer autant de temps sur... c'est pas que j'arrive, c'est que je me force et que en fait, je suis aussi perfectionniste. Donc ça, j'essaye de m'en détacher, mais c'est-à-dire que j'ai plein d'idées et en fait, quand je les réalise, je suis quand même beaucoup dans le détail. Donc ça, j'essaye de... En ce moment, mon mantra, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc j'essaye vraiment de me détacher de ce petit détail que personne va voir à part moi. Mais du coup, c'est vrai que ça fait que je passe quand même beaucoup de temps sur du montage, sur de la réalisation, et ça, c'est des choses que je pourrais déléguer. Donc moi, j'aimerais du coup pouvoir me consacrer sur les idées, le tournage à la limite, et pouvoir sous-traiter là où j'ai pas personnellement de valeur à ajouter. Mais les réseaux, c'est pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment là où il faut être aujourd'hui pour se faire connaître, se faire voir. Et c'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, que tu es sur YouTube aussi. Est-ce que tu as bien compris ça? C'est vraiment que si tu veux amener du trafic et de la visibilité de manière gratuitement, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être vu par des milliers, voire des millions de personnes gratuitement, juste sur un réseau, alors qu'avant, pour faire de la pub, c'était la télé, la radio, des mass médias qui coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, si on utilise bien les réseaux, être beaucoup visible. Donc moi, j'ai bien compris ça, et c'est pour ça que j'ai créé ma communauté en amont, pour vraiment avoir déjà des personnes qui me suivent et au moment où je propose mon produit, avoir déjà des personnes qui l'attendent finalement. J'ai fait des recherches pour préparer cette émission, donc j'ai vu beaucoup de gens qui s'intéressent au humeur, des avis sur tes posts justement, puisqu'on parle de communication sur tes réseaux sociaux, et j'ai été stupéfait par l'écart entre les commentaires des femmes qui te félicitent, qui t'encouragent et qui te remercient même pour ce que tu as créé, et ceux de certains hommes, alors, je vais peut-être choquer, mais que je considère comme irrespectueux de la gente féminine, frustrés, insultants et misogynes. Comment avances-tu par rapport à ça? J'adore cette question. Parce que, donc effectivement, oui, il y a un écart, parce qu'il y a les femmes qui commentent et qui me soutiennent parce qu'elles-mêmes sont concernées, donc comprennent parfaitement là où je veux en venir, et certains hommes qui ne peuvent pas comprendre physiquement parlant, parce qu'ils ne sont pas concernés. Et donc, s'ils n'ont pas eu une femme et qu'ils n'ont pas été attentifs à leur bien-être, ils n'ont aucune idée de ce que je raconte. Donc forcément, ils découvrent, et quand ils découvrent, voilà, c'est les réseaux. Et j'aime beaucoup cette question parce que quand j'ai commencé le projet, j'étais totalement alignée avec le fait que j'allais devoir m'exposer. J'allais devoir en parler, j'allais devoir vendre au maximum et parler de mon idée sur les réseaux. Et en fait, il était très clair pour moi que ça allait pas plaire à tout le monde, que j'allais avoir des commentaires de haters, c'est comme ça qu'on les appelle. Bon, c'est beaucoup des hommes, mais j'ai quelques femmes qui comprennent pas, comme je le disais, le besoin et qui font une généralité. Mais on va dire quand même, on est très très clair, les plus virulents, c'est quand même des hommes. Et en fait, j'avais totalement normalisé ça en me disant c'est le jeu. Et très récemment, je me suis fait une réflexion grâce à une vidéo d'ailleurs que j'ai vue sur les réseaux d'une entrepreneuse qui disait est-ce qu'on peut arrêter de normaliser les commentaires de certains haters tout simplement parce qu'on a décidé d'être sur les réseaux et que c'est le jeu comme on se le dit. Et en fait non, c'est pas normal, et donc en fait faut que je débanalise ça, parce que effectivement c'est vrai que je me prends quand même pas mal de haine d'un côté, des gens qui me souhaitent directement du mal et un échec cuisant, mais c'est fou parce que jusqu'alors vraiment ça ne m'a absolument pas impacté. Je les vois tous les messages, j'ai des notifications, c'est moi qui suis derrière le compte. Tu les as même récapitulés, il y a des trucs choquants. Oui, bien sûr, je les vois de partout, et en fait j'étais déjà totalement aligné avec le fait que mon projet, il allait pas pouvoir parler à tout le monde. En fait, c'est simple, il faut se dire que les innovations, de manière générale, elles dérangent. Ouais. Et en fait, c'est une fois que cette innovation, elle est dans le quotidien, qu'on la banalise et que ça devient une évidence. Mais dans un premier temps, les gens, ils aiment pas le changement. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu qu'il y avait d'autres innovations qui est aujourd'hui normale pour nous. Au moment où la personne les a inventées, elles ont été jugées. Absolument, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc moi, je touche à un sujet qui est intime, qui est tabou, donc d'autant plus, ça peut être rejeté. Il y a même des hommes qui font des parallèles extrêmement graves, comme quoi ça pourrait être un manque de respect pour eux, mais parce qu'en fait, on touche à quelque chose qui est leur précieux finalement. On leur retire, en fait, on retire leur semence magique, c'est presque ça. Donc c'est de l'ego mal placé, malheureusement. Mais bon, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre finalement qu'on veut juste être mieux dans notre corps. Ça n'a rien à voir avec eux, on veut juste nous se sentir mieux.
Voilà. Sinon, on remet le préservatif et dans ce cas-là, je pense qu'on est tous les deux perdants. Donc, c'est soit le retrait, soit le préservatif. C'est vous qui voyez, en fait. Moi, j'ai envie de proposer une solution où on n'a pas à faire de choix, où on peut avoir le meilleur des deux mondes, où chacun prend son plaisir et ensuite personne n'est laissé par la suite avec un inconfort qui va durer assez longtemps. J'ai eu des retours comme quoi il y a des femmes qui étaient très mal à l'aise de l'odeur que ça pouvait dégager. C'est totalement naturel que ça reste un petit peu, puisque le vagin il est pas droit, il est un peu coudé, et l'idée en fait c'est de concevoir. Le corps il a été fait pour concevoir, donc plus le sperme reste, plus il y a de chances à la femme de concevoir. Donc en fait c'est bien fait dans le sens si on veut avoir un enfant, mais si on veut pas en avoir, en fait c'est il y a chiant. des inconvénients. C'est ça. Ouais. Donc moi j'essaie de proposer une solution où on peut aller dans le meilleur des deux mondes, où on n'a pas à faire de choix en fait, c'est ça l'idée. Alors hormis ces cas exceptionnels là, des hommes dont j'ai parlé, en règle générale comment est perçu ton appareil par les hommes, et est-ce qu'ils sont sensibles et conscients de ce qui se passe pour leur compagne justement après le rapport, ou est-ce qu'ils tournent la page une fois que la chose est faite? Je dirais il y a un peu des deux, mais moi j'ai eu la chance quand même d'être entourée par des hommes qui m'ont quand même tout de suite soutenue. J'ai l'impression que plus les hommes sont jeunes, malheureusement, plus ils sont ouverts à ce sujet-là. Donc ce qui est pas du tout ton cas, et c'est génial dans le sens où vraiment j'ai adoré les premiers échanges qu'on a eu par rapport à ton avis sur mon projet. Donc c'est pas une généralité du tout, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération entre guillemets va être beaucoup plus attentive à ça, parce que on est vraiment dans un élan où on libère la parole. Donc j'ai relativement eu beaucoup de soutien positif d'hommes. Notamment la dernière fois j'ai fait un pitch sur Marseille où du coup il y avait des hommes dans la salle, et pas mal de jeunes sont venus me voir après en me disant que c'était génial, qu'ils voulaient l'acheter à leur copine, qu'ils étaient même conscients, avant même que moi j'en parle, que ça pouvait avoir un désagrément pour elle par la suite. J'ai même eu des retours d'hommes qui du coup se refusaient à l'intérieur pour ne pas déranger la femme. Donc en fait il y a cette notion beaucoup plus respectueuse que je vois chez certains hommes, que d'autres sont assez étonnés, et à la limite ils me disent qu'ils vont se renseigner pour savoir si effectivement il y a un sujet, mais en fait en face j'ai pas envie de les blâmer de trop, parce que il faut avoir aussi une personne en face qui est à l'aise d'en parler, où la communication est ouverte à ce sujet-là. Il y a plein de couples où finalement on parle pas trop quand même de l'intimité, malheureusement. Tout dépend le niveau de communication et le niveau d'à l'aise, on va dire, où la femme se sent bien de parler de ça. Il y a beaucoup de femmes qui, après un rapport, elles vont dans la salle de bain, elles font leurs affaires et elles n'en parlent pas, et l'homme du coup ne peut pas se douter une seconde de ce qui se passe, ou le lendemain elle va avoir des écoulements, elle va faire putain c'est chiant j'ai des écoulements, mais elle va pas rentrer et dire j'ai eu des écoulements, j'en ai marre. Voilà. Elle va garder son jardin secret, et bien ça sûr. Se comprend. Donc forcément, certains hommes sont étonnés, certains hommes ne veulent pas y croire, mais en tout cas, c'est pas la majorité des gens qui m'entourent. Donc tu as conçu le Woomer, tu as créé ta société qui le distribue, tu en assures la promotion sur ta boutique en ligne puisqu'il est disponible, sur tes réseaux sociaux, dans la presse. Aujourd'hui, concrètement, où en es-tu? Alors je parle en général sur la partie production, logistique et distribution. Donc production, là je vais vraiment passer dans le concret très prochainement. Je suis en train de réunir les fonds. Donc l'idée ce serait vraiment de lancer, pas la production de l'appareil dans un premier temps, mais c'est la fabrication de l'outillage. Donc ça va prendre 2 mois à peu près. Donc très prochainement, l'idée c'est de fabriquer les moules. Donc déjà ça va être ça, c'est un point important. Exactement. Parce que ça coûte très cher. C'est ça, c'est il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs, je pense qu'il m'en faut à peu près 6. Donc c'est pour ça que c'est un budget, c'est des moules qui sont en acier, ça pèse très lourd. Ils sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués à l'étranger. Et ensuite on les ramène en France pour qu'ils soient pour que la production se passe en France. Et là on va pouvoir lancer une première pré-série. Donc l'idée c'est de faire des tests sur le produit, et une fois qu'on a la certification, la validation du laboratoire, on envoie à 100 femmes qui ont déjà précommandé le Woomer et qui ont participé à ma campagne Ulule, que je vais sélectionner parmi plusieurs critères, et je vais leur envoyer, en fait elles vont être sélectionnées pour être des bêta-testeuses. Donc leur avantage à elles, c'est qu'elles vont l'avoir avant tout le monde, mais par contre elles devront me faire un petit retour en répondant à des questionnaires, je sais pas encore exactement, mais peut-être à 2 semaines, 1 mois d'utilisation, pour avoir leur retour, pour pouvoir voir si le produit comme on l'a pensé, c'est bien, si le nettoyage se fait comme il faut, si elle est contente de justement l'utilisation, des retours. Voilà, on a besoin d'avoir de la data. Ça va permettre de peaufiner un petit peu, Exactement, d'avoir une vraie étude terrain de l'utilisation produit. Une fois qu'on a le feu vert et voir s'il y a des modifications à faire, comment on peut les amener, là on lance la vraie production. Donc déjà on va faire 1000 unités je pense, parce que c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans nos coûts, et livrer du coup par la suite toutes les personnes qui ont précommandé. D'un point de vue logistique, c'est vrai que je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai déjà des petites pistes, on verra bien. Je m'étais imaginé, comme je fais pour le livre, envoyez-moi, mais je pense que
tout dépend le nombre de précommandes que j'aurai par la suite. Ça risque de faire beaucoup de commandes et de quantité. Donc je pense que je vais essayer de voir comment au début je gère, mais il est certain que très rapidement, je vais déléguer ma logistique parce que je vais pas du tout pouvoir me consacrer à développer l'entreprise et emballer mes petits colis à la main comme je pouvais faire au début. Donc évidemment, ça c'est un coût qui doit être intégré dans le prix. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un prix de vente qui est quand même premium parce que on se rend pas compte des coûts cachés qu'il y a entre le prix de revient et le prix de vente. Il y a encore énormément de choses, que ce soit la livraison, que ce soit le coût d'acquisition client pour les ads, la logistique, enfin il y a énormément de choses qu'on ne pense pas au début, le packaging aussi, que j'ai pas encore inclus. L'idée c'est vraiment de pouvoir essayer d'estimer tout ça un maximum dans l'année qui arrive, commencer à concevoir mes packaging aussi, comment je veux retransmettre mon identité de marque dedans, et j'ai hâte d'arriver à l'expérience client de la cliente qui reçoit son Woomer et qui ouvre sa boîte et qui découvre le Woomer. Je sais pas encore exactement comment ce sera, j'ai des idées mais c'est pas posé encore. Des idées innovantes ou tu veux surprendre là aussi sur l'expérience client ou... Alors je veux quand même proposer un packaging qui est pas cheap. Je veux quelque chose d'assez haut de gamme puisque c'est un produit qui coûte un certain prix. J'ai envie de pouvoir le proposer avec une pochette de rangement pour l'hygiène aussi. J'ai envie de plein de choses. Faut voir ce que je peux me permettre aussi dans un premier temps. L'idée c'est de faire évoluer au maximum une fois qu'on aura plus de budget et de trésorerie aussi. Mais l'idée c'est d'avoir une expérience client qui est cool et de sentir que c'est un petit cadeau qu'on s'est fait à soi. Et voilà, c'est vraiment d'avoir le produit mis en valeur au mieux. Et pourquoi pas une petite boîte de rangement à terme aussi. Enfin, ce serait vraiment l'idée de pouvoir développer quelque chose pour le garder et aussi avoir la marque bien en évidence, que ça commence à rentrer dans le quotidien des personnes, de voir du Woom. C'est ça qui serait cool. Oui. Alors il sera vendu où ce Woomer ? Eh ben donc principalement sur notre site internet. L'idée c'est aussi d'arriver dans des magasins spécialisés puisqu'on a la chance aujourd'hui que la parole se libère, que on voit beaucoup plus de magasins spécialisés donc dans le bien-être de la femme, bien-être intime aussi, se développer, que ce soit en boutique physique ou en ligne. Donc je pense que je sélectionnerai des points de vente bien spécifiques, mais l'idée ce serait aussi de pouvoir être présente dans les pharmacies à terme, puisque j'ai pour objectif d'être dispositif médical également. Pour le moment, je le suis pas pour des questions évidentes de budget, mais il a tout pour l'être par la suite. Il suffit juste d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir passer plus de certifications et mettre des matières encore plus poussées, plus sourcées. Donc l'idée, ça, c'est que ce serait que ça nous ouvre les portes des pharmacies, mais aussi les love shops et pas vraiment les love shops. Aujourd'hui, on voit naître une nouvelle génération de boutiques un peu tournées autour de l'intimité et du plaisir, qui sont beaucoup moins gênantes. Oui, les produits sont souvent designés, Absolument. Il y a beaucoup de tech. Surtout les boutiques, en fait. J'en ai une qui me vient tout de suite à l'idée, c'est Passage du Désir, je sais pas si ça te parle. En comparaison avec d'autres boutiques que je ne citerai pas, où quand tu rentres dedans, y a tout un univers où tu peux ne pas être forcément à l'aise, parce que c'est très visuel, finalement. Alors qu'aujourd'hui, il y a des boutiques comme Passage du Désir, qui, en fait, quand tu rentres, t'as pas du tout l'impression d'être dans un T'as l'impression d'être dans une belle boutique où tout est bien brandé et tout est joli, et en fait où on voit plus ça comme du mais love shop, j'aime bien ce mot. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, Passage du Désir, ce serait un rêve que d'être distribué chez eux. L'appel est lancé. Voilà. Ton produit, bien sûr, il concerne les femmes françaises, mais il concerne toutes les femmes du monde. Est-ce que tu penses utiliser la même communication alors déjà pour les pays européens, est-ce que tout le monde a la même approche ? Est-ce qu'il y a cette notion de tabou partout ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus libérés ? Je pense que je commence par le plus dur. J'ai l'impression qu'en France, on est quand même très... Pour beaucoup de choses. Ouais. Je pense qu'on est très fermé sur tout ce qui touche à l'intimité, la sexualité. Donc si j'arrive déjà à faire fonctionner ça en France, je pense que ce sera que plus simple ailleurs. Je pense notamment aux États-Unis où ils sont très ouverts là-dessus, où ils ont plus d'argent de manière générale et où ça pourrait très bien marcher. Mais pour moi, avant d'aller m'exporter de ce côté-là, il faut que j'arrive à atteindre quand même une bonne partie de l'Europe. Oui, surtout que c'est du Made in France, donc il faut bien commencer par le début. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts à ça. Il y a des pays qui utilisent les douches vaginales de manière quotidienne, donc ce serait une alternative saine à leur proposer. Plus récemment, on m'a parlé du Moyen-Orient, auquel j'aurais jamais pensé parce que j'ai appris il y a pas si longtemps que les sont illégales là-bas. Donc oui, voilà. Donc voilà l'info. Mais du coup que moi mon produit n'étant absolument pas un mais plutôt un moyen d'hygiène, pourrait répondre à un besoin des femmes mariées, notamment parce que c'est des pays qui sont très musulmans et ils doivent être totalement propres pour la prière. Et donc il y a quelque chose qui pourrait aider s'il y a eu un rapport ou pas. Donc à explorer, ça pourrait être une voie très intéressante que je n'avais pas estimé au premier abord. Il y a un gros choix stratégique à faire dans pas si longtemps, enfin j'espère, c'est comment je veux faire. Est-ce que je vais consacrer mon énergie à
déployer au maximum, faire connaître le Woomer dans le monde, ou est-ce que prochainement je lance une gamme de produits qui peuvent entourer et servir le Woomer en France, des produits cosmétiques liés à l'hygiène intime. J'ai plein d'idées pour ça, j'ai très envie de le faire, mais il faut que je vois, parce que je pense que faire les deux en parallèle, ça va être compliqué. Et justement, quels sont tes prochains défis, là, à aujourd'hui? Je dirais que mon défi, ça va être tout simplement de livrer mes clientes, celles qui ont acheté, parce que en fait, c'est assez fou de se dire que j'ai déjà vendu quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est pas du tout fabriqué, donc il y a encore un chemin énorme à faire jusque-là. C'est une certaine pression aussi, parce que j'ai une responsabilité envers ces personnes, et je sais que je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir, c'est clairement ma mission, jusqu'à ce que tout le monde soit livré, c'est de faire en sorte que chaque personne qui a commandé son Woomer ait son Woomer entre les mains. Donc je pense que mon défi, pour le moment, c'est vraiment déjà les livrer, et je pense qu'il y a d'autres défis qui sont plus personnels, mais je pense réussir à déjà en vivre, parce qu'aujourd'hui je me rémunère pas. Ça fait 2 ans que je suis à temps plein déjà. J'ai les indemnités chômage, donc ça c'est quand même top, mais elles ne seront pas éternelles, et donc l'idée ce serait quand même que tout le travail que je mets dans cette entreprise puisse me permettre de vivre dans pas si longtemps non plus. Donc l'idée c'est de travailler assez bien, assez vite pour pouvoir avoir un niveau de vie un petit peu plus à la hauteur de ce que j'espère, parce que je n'ai pas acheté mon appartement finalement. Oui, du coup, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie, je suis toujours chez mes parents, j'ai 27 ans, et donc je pense que mon prochain défi, ce serait quand même de pouvoir quitter la maison familiale et avoir mon propre chez moi. Alors, selon toi, pourquoi personne ne s'est attaqué à ce sujet avant toi? Ma première raison, c'est parce que je pense que personne n'a jamais osé s'y attaquer, dans le sens où, comme on l'a dit, c'est très très tabou, il faut changer les habitudes, et en fait c'est quelque chose qui est ancré, en fait on fait sans depuis tellement longtemps que il y a des gens qui peuvent se dire si ça n'existe pas, c'est qu'on n'a pas de possibilité sinon quelqu'un l'aurait pensé, et même moi j'ai été la première à me dire forcément quelqu'un a dû y penser, et si ça n'existe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça peut pas en fait. Donc ça m'a traversé l'esprit un petit temps, et en fait je me suis rendu compte que c'était une idée reçue nulle, et que en fait c'est juste que je pense que personne vraiment s'est attardé sur le sujet, parce que personne n'a osé montrer et dire que c'est un inconfort et qu'on ne veut plus subir, parce que voilà, les douleurs des femmes ont été minimisées depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, donc encore une fois je pense que si c'était un problème d'homme, peut-être qu'on aurait une solution depuis longtemps. J'allais te poser la question, est-ce que tu crois que ça sera allé plus vite? C'est sûr, mais comme pour tout. Par exemple, tout ce qui touche aux pathologies féminines, l'endométriose, en fait, on a fait très très peu d'études sur ces pathologies-là, parce qu'en fait, quand une femme disait qu'elle avait mal au ventre, on lui disait que c'était normal. Alors que si un homme avait dit j'ai mal au ventre, je pense qu'il y aurait déjà 6 médecins en train de regarder qu'est-ce qu'il a. Donc il y a vraiment des sujets comme ça où malheureusement on passe en second plan, comme beaucoup dans l'histoire de la France et de la femme finalement, et même du monde, et donc qui font que peut-être que si ça avait été un problème masculin, peut-être qu'il y aurait déjà une solution qui serait sur le marché depuis longtemps. Aujourd'hui je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut proposer ça, et je me suis dit peut-être pourquoi pas moi finalement. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui dans ton parcours d'avoir commis éventuellement une erreur et de passer à côté de quelque chose? Non, j'ai pas l'impression d'avoir commis des erreurs, parce que je suis de nature très positive, et je pense que si on n'est pas optimiste, positif dans un projet comme celui-là, on se lance pas du tout. Et à chaque fois peut-être qu'il y a dû se passer quelque chose, j'ai toujours essayé d'y tirer le positif. Donc je vois pas forcément d'erreurs particulières là qui me viennent. J'ai l'impression que j'ai fait au mieux que j'ai pu pour m'entourer de personnes, me nourrir de leur expérience. Et donc là, il n'y a rien qui me vient, donc j'ose croire que j'ai pas fait de grosses erreurs, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, puisque c'est la communauté que touche la pépinière logistique, encourager les porteurs de projets et les structurer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui avec une idée aussi folle que la tienne? Je dirais de vraiment s'écouter, de se faire confiance, parce que moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tout ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a mené jusque-là, depuis le début du projet, je me rends compte que je suis passionnée par le chemin, par l'entrepreneuriat en fait. Aujourd'hui, quand je parle avec d'autres entrepreneurs qui me racontent ce qu'ils ont fait, je me projette tout de suite, je comprends certaines choses, et en fait je me rends compte que tout cet univers me passionne. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point on voit la finalité, on se dit je veux mettre ce produit, cette innovation sur le marché, mais en fait pour y arriver, il y a tellement de choses à faire, et c'est tellement génial, passionnant, incroyable, tout ce qu'on vit, les opportunités qu'on a. Moi, j'ai fait des choses, avant ça, j'aurais jamais pensé les faire. En plus de ça, si on a la chance de le faire le plus tôt possible dans notre vie, donc plus on est jeune, au final, on n'a rien à perdre à essayer, si ce n'est un peu de temps, peut-être aussi de l'argent finalement, donc on a quand même des trucs à perdre, mais il faut quand même se dire que si cette idée, on y croit assez, si on pense vraiment qu'on l'a bien étudiée, qu'on pense que c'est une idée qui vaut la peine, faut essayer, parce que on m'a souvent dit c'est rarement la première idée qui est la bonne. Donc moi j'ose croire que je serai une exception, mais au final ça veut dire que
en se lançant, on se rapproche de la bonne idée et de celle qui va finalement nous faire vivre, nous faire kiffer. Et pour moi, si on n'essaye pas, on saura jamais. Donc moi j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui ont des idées et qui pensent que parce que c'est farfelu, parce que ça n'a jamais été fait, ils peuvent pas le faire, bien au contraire, comme il y a de la place pour plein de concurrents aussi sur des choses qui existent déjà. Mais l'innovation c'est un secteur qui est vraiment c'est une façon de voir la vie différemment, parce que on voit un problème et on imagine une solution, et à partir du moment où on a cette pensée là, pour moi c'est qu'on est entrepreneur. Donc si vous avez un problème et que vous pensez qu'il y a une solution qui peut y répondre, soyez celui qui l'a créé, et peut-être que du coup ce sera votre destinée. Moi je pense que c'est ma destinée de créer ça. Et est-ce que, à ton avis, la France est le bon endroit pour se lancer dans ce genre d'aventure ? Je sais pas trop. Je pense que la France, elle a quand même des aides pour les entrepreneurs qui est quand même super. Surtout quand on est une femme, puisque on veut pousser l'entrepreneuriat féminin, donc ça c'est chouette. Surtout que je suis jeune, donc je peux répondre à quand même pas mal de critères d'aide. Donc sur ce point de vue d'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est bien. Sur le point de vue dans un tabou, le fait que mon produit touche à l'intimité, j'ai plus de doutes, mais de toute façon je suis française, je suis obligée de commencer par chez moi, et l'idée c'est de pouvoir m'étendre le plus tôt possible. Et je suis convaincue que si jamais j'ai pas les retours escomptés en France, j'essaierai à l'étranger. Donc je lâcherai pas l'affaire tout de suite. D'accord. Merci Morgane pour ce précieux partage, et bravo pour le chemin parcouru, je suis impressionné. Et puis j'espère que cette aventure te mènera le plus loin possible et le plus longtemps. Merci, j'espère également. À bientôt. À bientôt. Ce qu'on retient de cet échange, c'est que les idées qui dérangent sont souvent celles qui font avancer les choses et qui naissent parfois d'un besoin personnel sans solution. Morgane n'a pas attendu que quelqu'un le fasse à sa place. Elle a pris un problème réel, elle l'a assumé, elle l'a transformé, et aujourd'hui elle est en train de créer quelque chose qui n'existait pas. Et c'est exactement ça l'entrepreneuriat. Voir ce que les autres évitent et oser y aller quand même. Merci Morgane pour ta transparence. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes en version audio sur les principales plateformes de podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire vraie.